On va tout de suite commencer par les Washington Wizards. Et je vais peut-être passer sur un petit partage d'écran pour encore une fois montrer à quel point cette illustration de Jordan est magnifique. Les Washington Wizards donc, qui, je peux peut-être lancer, et ça c'est aussi le truc très cool de ce lundi et des disponibilités de FD et de Ben, c'est que tous les deux ont écrit les 3 previews. Alors enfin, Ben a écrit celle des Wizards et de Toronto, FD s'est attaché à celle des Knicks, mais du coup on a la chance d'avoir les rédacteurs de nos articles avec nous pour ces previews et pour pouvoir en parler un petit peu plus. Du coup, Ben, je vais te lancer sur le début de saison le bilan de saison dernière plutôt de ces Wizards. Ouais, alors les Wizards, la saison dernière, c'était la première depuis quasiment 10 ans sans John Wall. Donc c'était un peu un choc dans leur, dans leur roster, quoi. C'était quand même un gros nom qui représentait la franchise depuis plusieurs années. Donc c'était vraiment quasiment la fin d'un peu de cette équipe de faux bad guy avec Kelly Oubre, Maurice, Gortat et tout. Il restait plus que Bradley Beal, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais donc c'était comment dire, une saison un peu, si on peut dire, mi-figue mi-raisin, avec un début de saison un peu catastrophique, avec l'arrivée comment dire, de Westbrook. C'est un peu mis du temps à se mettre en place. Enfin, un peu en milieu, fin de saison, là, il y a eu un peu un regain d'orgueil avec un gros run qui ont fait que les Wizards ont réussi à se qualifier en play-off. Donc ça restait quand même déjà en play-in, puis en play-off. Donc c'était quand même ça a un peu sauvé statistiquement la saison, même si les play-offs, bon, ça a été un peu compliqué avec comment dire, une expédition. Enfin, ça a été fait, ça a été expéditif face aux Sixers. Mais bon, statistiquement, donc ils ont fait un peu ce qu'ils devaient faire, mais dans les faits, c'était pas trop ça. Il y a des joueurs qui ont un peu déçu. Il y a comment dire, un coach qui a un peu, enfin même beaucoup déçu également. Et donc ça a amené quand même pas mal de changements à l'intersaison. C'est ça, Scott Brooks qui était extrêmement décrié par tous les fans des Wizards, enfin une grande partie des fans des Wizards. Je veux pas parler pour tous les fans des Wizards, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais poindre à chaque fois les critiques sur Scott Brooks. C'est pas les premiers à critiquer Scott Brooks, et c'en est donc fini de son ère de coaching à Washington, comme tu le disais, avec des résultats mitigés, pour ne pas dire plus. Et c'est Wes Unseld Jr. qui va prendre les rênes de cette équipe. Un coach qui était assistant aux Denver Nuggets, donc je peux un petit peu en parler. Décidément, il y a pas mal de parallèles avec les Nuggets qui se font ci et là. Wes Unseld Jr., c'est un coach que moi j'aimais beaucoup. Un assistant coach que moi j'aimais beaucoup, alors que on dit merci à Asile pour le follow qui rentre dans le 5, bienvenue à toi, très très content que tu puisses nous suivre. Oui, et donc Wes Unseld Jr., assistant coach à Denver, qui était, moi je trouve intéressant, tous les passages où Malone se faisait expulser, et il y en a eu quelques-uns quand même, il assurait vraiment l'intérim très bien. C'est un coach qui est plutôt caractérisé défensif. Je sais que c'est lui qui c'est lui qui notamment a dessiné notre défense contre les Clippers dans la bulle, et c'était vraiment une superbe tactique défensive autour de l'étouffement de Kawhi Leonard et du fait de le faire jouer sur son playmaking. Il y a vraiment eu des belles choses de sa part. Donc c'est un coach intéressant qui, malgré tout, a une idée défensive pour un roster, on va le voir, qui n'est peut-être pas forcément le plus adapté à ça. Alors qu'on remercie également Lavezeg. Alors je sais pas si je prononce bien les pseudos, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, je suis désolé si je prononce mal vos pseudos. On va venir du coup au In and Out, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors que Tractopello nous suit et il ne nous suivait pas, et ça c'est déjà une tare. Salut tout le monde, salut Asile, ça parle de mes Wizards, je suis là. N'hésite surtout pas à nous dire ce que tu penses de ce qu'on dit, ou si tu veux rajouter des choses. Les previews et le live sont faites pour ça, ça permet aussi de partager avec vous, et donc n'hésitez pas.
Vous êtes le complément à ces previews et c'est ça qui nous intéresse aussi. On va passer tout de suite aux arrivées au in and out, comme on le dit dans nos previews. Les arrivées, les départs, parce qu'il y en a beaucoup eu chez ces Washington Wizards. Alors on va peut-être pas toutes les faire, mais je vais donner les principales. Alors les départs bien sûr de Russell Westbrook, d'Alex Len, de Robin Lopez et d'Ish Smith, meneur backup s'il en est, et qui était, ça fait longtemps qu'il était chez les Wizards. Arrivée de KCP, Kentavious Caldwell Pope, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell, bien évidemment dans le trade pour Westbrook. Pardon, j'ai tapé un peu dans mon micro. On a aussi l'arrivée de Spencer Dinwiddie qui va être intéressante, de Jordan Goodwin, d'Aaron Holiday, de Corey Kipster, et lui on en reparlera juste après. Ce sera FD qui nous parlera un petit peu du rookie, de ce qu'on peut attendre de lui. Beaucoup de mouvements du coup pour cette franchise de Washington, bien évidemment suite au départ de Russell Westbrook, il fallait matcher du salaire. Alors que Kavzak nous dit salut, ça parle des Wizards, donc Wizards France est là. Ah bah voilà, ça fait très plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur les Wizards en complément, vous pouvez tout nous dire, on relaiera, on en discutera un petit peu. Donc beaucoup de mouvements pour ces Wizards qui dessinent un roadster assez intéressant. Notamment du côté offensif. Tu peux peut-être en parler un petit peu, Ben. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi tous les noms qui sont arrivés, c'est des gars réputés pour être de bons shooters. Alors, j'allais dire de bons joueurs offensifs. Ça dépend si on prend toute la dimension qui est offensive, donc c'est-à-dire le drive, la capacité collective et le shoot. Mais en tout cas, rien que pour le shoot, il y a pas mal de très bons shooters. Par exemple, KCP, il était à 41% l'année dernière. En NCAA, Kispert, c'était 44%. Il y a Kuzma, qui est quand même un bon shooter aussi. En plus de ça, on rajoute Bradley Beal, qu'on ne présente plus. Il y a Davis Bertans, qui reste quand même plus que capable. Il y a toujours Hachimura et Avidja, même s'ils ne sont pas encore les plus grands snipers, c'est quand même des bons joueurs et ils sont encore jeunes, donc à développer. Donc au moins, d'un point de vue offensif, il y a des gars qui apporteront du spacing pour comment dire, les guards qui auront des possibilités de pénétration. Et on sait que Bradley Beal reste dans ce registre un excellent joueur. Ouais, c'est vraiment une force de frappe offensive intéressante et un spacing, comme tu le dis, vraiment ultra intéressant autour de Bradley Beal et de Spencer Dinwiddie qui vont pouvoir driver à foison. Et Smile qui nous dit encore un roster qui va devoir en planter 120 tous les soirs pour espérer prendre des matchs. C'est un petit peu ça, puisque le pendant à cette identité potentiellement très offensive, c'est que défensivement, ça reste un roster qui, en termes de personnel, ne donne pas beaucoup de garanties défensives. Bradley Beal, depuis qu'il gère un poids offensif aussi élevé que ces dernières saisons, on a vu que défensivement, il ne faisait plus forcément les efforts, ou peut-être il ne pouvait plus potentiellement les faire. À l'aile, on va voir, mais on a un rookie dont la faiblesse est certainement la défense. Spencer Dinwiddie, ça n'a jamais donné trop de garanties non plus. Le front de court est peut-être un petit peu plus armé, mais ça reste jeune, comme tu l'as dit. Bref, une équipe qui sera forcément offensive, et Smile l'a vraiment parfaitement résumé. Il va falloir en planter 120 tous les soirs pour espérer gagner. On parlait justement un petit peu de ce rookie Kispert qui, alors je vais pouvoir redonner un petit peu le roadster, qui en plus va potentiellement hériter d'une place à l'aile où il y a potentiellement du monde à décaler, mais des arrières potentiellement à décaler en deux. Il y a des choses à imaginer, mais en tant qu'ailier pur, il n'y en a pas tant que ça dans ce roster. Et FD, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce rookie et de ce qu'il pourrait apporter à ces Wizards. Oui, absolument. Corey Kispert, c'est donc 4 saisons à Gonzaga, une des meilleures équipes universitaires des dernières années, vice-champion universitaire l'année dernière. Corey Kispert, son profil, c'est facile, c'est un énorme tireur. C'est le meilleur tireur de catch and shoot de la draft.
sans aucun contest. Il tournait l'année dernière, Benjamin l'a dit, à 44% à plus de 6 tentatives, ce qui est absolument monstrueux au niveau universitaire. En mouvement, après dribble, en sortie d'écran, il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est un énorme tireur. Et c'est Spencer Dinwiddie qui l'a dit là, dans une interview récemment. C'est malgré tout un bon athlète. Voilà, un peu un sneaky athlete, pour citer Spencer Dinwiddie. Donc il ne faut pas l'imaginer que comme un sniper. On peut l'imaginer quand même poser la balle au sol, finir au cercle. Envergure.co le précisait très bien. 75% de réussite au cercle l'année dernière. Alors au niveau collégial, c'est pas forcément les mêmes défenses, notamment à l'intérieur en NBA. La question, tu l'as dit Clément, ça va être la question de sa défense individuelle. C'est un joueur très intelligent, hein. 4 saisons en université, il sait défendre dans un collectif, mais individuellement, il y a quand même la question de ses capacités physiques. Est-ce qu'il est assez rapide latéralement pour tenir des 3? Est-ce qu'il est assez fort physiquement pour tenir des 4? Ça va être la grosse question. Mais de manière générale, dans le marasme défensif général à Washington, il ne devrait pas trop faire tâche. On pense par exemple à Davis Bertans, hein. Il sera en concurrence directe avec Davis Bertans, qui est aussi un très mauvais défenseur. Donc on verra pour l'aspect défensif. Mais la grande question, hein, pour Kispert, et c'est un peu le paradoxe, c'est un joueur dont l'argument principal pour la draft, c'était de pouvoir apporter tout de suite en NBA, un peu à la crise du Duarte, des joueurs un petit peu plus vieux avec beaucoup d'expérience universitaire, qui du coup devraient être NBA ready et capables d'intégrer tout de suite une rotation assez rapidement. Mais il y a quand même un environnement assez compétitif, hein. Au Wizards, sur les postes 3-4, on a dit Davis Bertans, Rui Hachimura, Kyle Kuzma. Il y a quand même du monde sur ces postes. Et donc peut-être que ses minutes et son rôle ne sont pas aussi garantis qu'il l'aurait été dans n'importe quelle autre équipe. Donc pour cimenter sa place dans l'effectif, hein, et pour mériter ses minutes, il devrait être en harmonie avec son tir à 3 points, ça c'est sûr. On l'a vu récemment passer un petit peu au travers de son Final Four en universitaire, notamment sa finale contre Baylor où il a eu du mal à rentrer ses tirs. Pour l'instant, en pré-saison, c'est aussi compliqué. Il est à 2 sur 9 à 3 points, petit échantillon, mais voilà, pas d'alerte là-dessus. Il faudra qu'il mette ses tirs pour pouvoir rester sur le terrain et puis on verra un peu ce que ça donne dans la saison et puis si il reste dans la rotation. Des précisions intéressantes de la part d'Azil et Kavezeg qui peuvent y voir aussi d'autres petites prémices que le shoot, notamment de pouvoir poser des écrans et cutter. C'est vrai qu'il termine très bien proche du cercle. Il a aussi, j'ai cru voir alors, une capacité potentiel de playmaking, alors en troisième option bien sûr, hein, c'est juste qu'il peut décaler en termes de passes et tout, et donc ça c'est toujours intéressant dans un jeu collectif et dans un jeu offensif. Donc ouais, peut-être si donc cette concurrence avec Bertans qui pourra se faire à son avantage si il apporte un petit peu plus que juste le 3 points, comme nous le disent Azil et Kavezeg. Merci pour ces précisions, les gars, c'est aussi ça qui fait un peu la richesse de nos previews. N'hésitez pas encore une fois si vous en avez d'autres. Et petit salut à Elorn qui nous laisse un petit compliment et un follow. Merci Elorn, ça fait très plaisir. Donc c'était un petit peu pour ce rookie là. Je vous laisse aussi sa fiche envergure sur l'écran. Alors que Kevin Jackson nous suit également. Bienvenue à toi. Tout ça dessine, je crois, encore une fois, un roster porté vers l'attaque dont la défense sera certainement une limite et on va le dire, hein, très clairement, devrait dessiner un plafond donc vraiment une ambition maximale vers les play-in, vers les dernières places de play-in. Est-ce que vous voyez autre chose potentiellement comme horizon pour cette équipe la saison prochaine? Non, vas-y Ben, vas-y. Ouais. En fait, le truc, c'est que on rentre enfin là, dans les previews, on a fini les équipes qui, sauf surprise exceptionnelle comme le OKC de Chris Paul il y a une ou deux, enfin il y a 2 ans, sauf cas exceptionnel, toutes les franchises qu'on a passées devraient finir dans les bas-fonds des franchises qui vont se battre pour les play-in, mais c'est pas assuré, et qui, à part cas exceptionnel, ne devraient pas finir dans le top 6 et avoir une place directement dans les playoffs. Donc c'est là où ça va commencer à devenir compliqué.
Est-ce que tu commences à tout détruire si tu vois que ça se passe mal sur les premières semaines et que tu détruis tout en janvier avec la trade deadline comme l'a fait Orlando l'année dernière? Est-ce que tu crois encore dans comment dire, ton groupe et tu gardes confiance avec tous tes joueurs? C'est là la question et ça reste un vrai débat philosophique en NBA. Mais je crois que c'est Vincent qui avait dit ça dans une des previews la semaine dernière que quand même le ventre mou, c'est quelque chose qui existait de moins en moins en NBA. Soit tu étais vraiment mauvais, ou soit tu vises directement le haut. C'est vrai que les franchises font rapidement le choix de tout casser plutôt que stagner pendant plusieurs années à la 10e, 11e, 9e place. Ça, comme le dit Pour parfait. rebondir là-dessus, Ah, vas-y. et je parle évidemment sous contrôle des comptes Wizards FR, mais il me semble hein, que le proprio, dont vous me donnerez le nom parce que j'ai oublié, le proprio des Wizards, il a jamais eu cette volonté de tout casser, il a toujours voulu rester compétitif. Le trade pour Westbrook en est la preuve, le trade pour Dinwiddie en est la preuve, et surtout le fait de garder Bill en est aussi la preuve. Il y a toujours cette volonté de rester compétitif, de pas tout casser, et de ne pas lancer un processus très long de reconstruction qui durait 2-3 ans avec une très mauvaise équipe. Donc je vois mal enfin je vois pas de raison pour que ça change maintenant. Mais maintenant, voilà, les mentalités, même des proprios évoluent. C'est vrai que la question va se poser, même malgré ce que nous dit Kavezeg, que l'effectif intrinsèquement est plus fort que l'an passé, donc il peut mieux faire. Le problème est que l'adversaire a progressé encore plus. C'est vrai que toutes les situations liées au Covid devraient, j'espère, je touche du bois, comment le dire, s'estomper, en tout cas que ce soit moins présent, on l'espère, dans le microcosme NBA, et donc du coup moins de blessures potentiellement, et une concurrence moins dévoyée. Malgré tout, c'est vrai, et moi je suis assez d'accord avec ce que dit Kavezek par rapport à l'effectif. Je trouve que c'est vraiment un effectif qui est ultra stacked up. Il y a énormément de très bons role-players, de role-players vraiment solides. Je pense que c'est une des équipes qui est sans doute les plus profondes de la ligue, même si on n'y pense pas forcément au premier abord. Je trouve que l'ajout de Dinwiddie est vraiment intéressante pour pallier à la perte de Russell Westbrook et le plancher qu'il amenait. Je trouve que ça, c'est une option à l'amène qui est vraiment plus que legit. Alors en espérant qu'il revienne bien de blessure, mais s'il retrouve déjà un petit peu son niveau, franchement, c'est vraiment très legit. Maintenant, la question, comme vous le dites, va se poser puisque Bill, en plus de ça, rentre dans sa dernière année de contrat s'il ne prend pas sa player option de 37 millions la saison prochaine. Malgré tout, ça reste 2 saisons maximum sur le contrat de Bradley Beal. C'est peut-être le moment, si reconstruction il y a à faire à un moment, de justement profiter de la valeur de Bill qui a rarement été aussi haute, enfin même si elle plafonne depuis déjà quelques saisons, pour récupérer énormément d'assets. Mais c'est en off, Ben, que tu me disais, oui, c'est pas la reconstruction d'Orlando où pour Fournier, Vucevic, etc., tu récupères peu de choses. Là, avec Bradley Beal, tu peux vraiment demander énormément d'assets et ça peut être l'option pour repartir sur une autre construction. Je lis un petit peu le chat. Léonis veut faire de l'argent, d'où le recrutement de beaucoup de joueurs internationaux. Ça, c'est un aspect intéressant qu'on oublie parfois dans l'analyse des franchises, mais il faut bien penser qu'il y a des intérêts financiers toujours à la clé en NBA. On fait pas ça que pour le sportif, et donc il faut y penser. Le plus, c'est surtout le départ de Scott Brooks. Je suis extrêmement d'accord avec toi, Kim Jackson, en espérant que Wes Unseld Jr. était assistant coach. C'est sa première expérience en tant que head coach, donc on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, même si, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pu vous parler en bien de Wes Unseld Jr. C'est quand même un travail très différent, le travail de head coach. Moi, j'espère vraiment pour lui qui pourra réussir son intégration. Un peu juste au niveau des backups backcourt en vrai. Il est vrai, il y a... J'aime bien Raúl Neto. Ouais. Raúl Neto, moi j'aime bien Raúl Neto. Hein. Je trouve qu'il a fait un très très bon boulot l'année dernière en backup de Westbrook. Et c'était justement, c'était très différent de ce que faisait Westbrook. Mais Raúl Neto, pour moi, est un bon meneur backup. Moi, je t'avoue que je le préfère en 3e option. C'est pour ça que l'arrivée d'Aaron Holiday, je me dis, bon, je préfère à la limite le mettre en 2. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les fans des Wizards, par rapport à cette reconstruction? Je sais que c'est quelque chose qui vous est demandé depuis des années maintenant avec la situation de Bill. Est-ce que vous préfériez
vous préféreriez pas, pardon, vous, partir sur cette reconstruction en récupérant encore sur la valeur de Bill? Est-ce que vous imaginez pouvoir être compétitif en gardant Bill, pouvoir potentiellement, quels sont les axes potentiellement de développement au-delà de ça pour percer un petit peu votre plafond, alors qu'Azil et lui, au contraire, un petit peu mitigé sur Holiday. Euh, mais c'est vrai, comme nous dit Kevin Jackson, quid de Hashimura, c'est vrai qu'il y a quand même des jeunes joueurs encore à développer et qui peuvent ne pas avoir atteint leur plafond. Malgré tout, est-ce que c'est suffisant pour ces Wizards? On prend encore quelques réactions par rapport à ça avant de passer à la suite. Ça fait plusieurs années que les fans des Wiz arguent qu'il faut reconstruire. Cette année, c'est all-in. On est d'accord, je pense, hein, Kavezeg. Alors que Elorn propose un petit trade. Je vais peut-être d'ailleurs passer sur le. Oula, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, sur l'écran avec le chat. Ce sera plus sympa pour la rediffusion pour ceux qui voudraient lire les messages du chat. Alors que Elorn propose un Bill contre Ingram. Est-ce que les Wiz prennent? C'est intéressant. Ouais, flemme de jouer le ventre mou à chaque fois. On est d'accord, Azil, il y a quand même, malgré cette volonté de rester compétitif de la part du proprio, une opportunité de reconstruction qui, je pense, va devoir être saisie. Et c'est intéressant, ce dont tu parlais, Ben, de cette polarité dans la ligue, de vraiment maintenant éviter à tout prix le ventre mou. C'est soit le titre, soit la reconstruction. Le middle ground semble de plus en plus abandonné. Je vois pas trop l'intérêt de récupérer Ingram, nous dit Kavezeg. Ça, il faut croire au plafond de Ingram. Et là, on est un fan des Pels, donc ça aide à vouloir vendre Ingram. Est-ce qu'on a quelques minutes? Oui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous imaginez un Ben? Est-ce que FD? Est-ce que c'était pas prévu, mais on continue comme ça? Est-ce que vous imaginez potentiellement des choses à récupérer pour Bill en termes d'assets? D'abord, bon, ça, on sera tous d'accord au niveau des pics de draft ou quoi, et de partir dans une reconstruction au talent. Est-ce que vous voyez d'autres joueurs, par contre, dans la ligue qui pourraient être échangés contre Bradley Beal? Tu veux y aller, FD? Non, vas-y, Ben, je t'en prie. C'était pas prévu, hein, je suis désolé, je vous Ouais, jette non, un non, peu. mais de toute façon, moi je suis d'accord avec Kavazeg, c'est que de toute façon, si tu lâches Bill, tu sais qu'au niveau talent, il y a une très petite proportion que tu récupères un mec qui, à terme, arrivera à son niveau quand même. Parce que on sait que Bill, ça reste quand même un gars exceptionnel. Donc franchement, trade Bill, c'est vraiment dire, bon voilà, on repart de zéro, on va aller se battre avec Orlando pour récupérer le first pick. Et voilà, je pense qu'en fait, si tu pars du principe que tu trades Bill dans 3 mois, il y a la moitié de l'effectif qui saute aussi, quoi. Enfin, ça m'étonnerait que tu gardes Harrell, que tu gardes Kuzma et que tu gardes, je sais pas, même potentiellement, enfin, peut-être pas Dinwiddie. Dinwiddie, il a encore, j'ai pas regardé son âge, mais je pense qu'il a encore quelques années devant lui, donc pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est à part, ils vont donner 35 minutes par match à Kispert, à Shimura, et ils vont récupérer des pics et peut-être un ou deux jeunes à potentiel. Alors, je t'avoue que j'ai pas du tout regardé parmi comment dire, j'ai pas fait de trade machine, j'ai pas du tout regardé ce qui est potentiellement récupérable. Mais bon, c'est vraiment, si tu casses ça, c'est pour viser les bas-fonds de la ligue, donc tu repartiras pas avec un excellent gars, quoi. FD, est-ce que tu as une opinion divergente ou est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur cette conclusion? J'ai vraiment l'impression que Bradley Beal est très heureux à DC et que il a pas, il a cette envie en fait de créer sa legacy. Il a cette envie de devenir une légende de la franchise, un peu de la même manière qu'un Damian Lillard. Et j'ai pas l'impression qu'il a envie de partir. Et si il montre pas une envie incroyable de partir, je vois pas pourquoi le front office devrait s'en séparer. Des joueurs loyaux comme ça, il faut les chérir. Et puis voilà. Maintenant, sinon, il y a aussi les Warriors. Les Warriors qui ont des gros salaires à échanger et pas mal de jeunes, Kuminga, Muti. Euh, peut-être ça. Après, comme dit, pour moi, le trade de Bradley Beal devrait pas être une priorité pour les Wizards. Ouais, si je peux juste rebondir sur ce qu'a dit EFD et ce Bien que je sûr. vois dans le chat. Déjà, ouais, je suis d'accord avec EFD sur le fait que
je pense pas que Bill ça bouge. En écrivant la preview, j'ai bien vu, en faisant des recherches, en allant sur Twitter et tout, que des déclats, bah, voilà, j'ai envie de rester à DC, je suis bien avec ma famille, il est père de 2 enfants, je pense qu'il veut pas tout casser. Et donc, après on sait comment ça bouge, hein. En 1 mois et demi, le gars peut vraiment rentrer en conflit direct avec sa franchise, mais Bill a l'air plutôt sincère et honnête. Et ensuite, pour rebondir sur, ce que dit Asile dans le chat, j'y ai pensé au moment où je faisais ma réponse à Simons, mais je sais pas si, enfin, je connais pas assez les Wizards pour savoir si ça serait le genre de profil qu'ils recherchent en cassant tout enfin, en tradant Bill, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, j'y ai pensé, mais je vous avoue que je sais pas trop si c'est ce qu'il faut, quoi. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. On est un petit peu timé comme chaque midi pour faire 3 previews en 2 heures. Donc du coup, on va s'arrêter là pour les Wizards. C'est intéressant quand même de voir que tout n'est pas aussi clair que tout casser pour la reconstruction, et que c'est vrai que la volonté de Bill puisse jouer, la volonté du proprio, etc. puisse être différente. Merci à tous, tous les fans des Wizards qui sont là dans le chat. Ça fait très plaisir d'avoir pu échanger avec vous.